Vous écoutez On lit pour vous. Les dispositifs d'aide à la conduite réduisent-ils vraiment les accidents? Un texte d'agence Science Presse paru le 15 juillet 2026 dans Bel Âge. De plus en plus de nouvelles voitures sont équipées de dispositifs qui peuvent alerter le conducteur et même prendre en partie le contrôle à sa place, théoriquement dans le but d'augmenter la sécurité sur les routes. Qu'en est-il de la réelle efficacité de ces systèmes? Sous le nom de technologie d'aide à la conduite, les manufacturiers automobiles ont offert dans la dernière décennie une plus grande variété de systèmes visant à compenser pour les erreurs et les distractions des conducteurs. En effet, plusieurs des décès sur les routes sont causés par des erreurs humaines, comme le souligne la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière. Il existe deux catégories de dispositifs d'aide à la conduite, expliquaient en 2021 des chercheurs de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh. D'une part, les systèmes d'alerte qui informent le conducteur lorsqu'il détecte une situation potentiellement dangereuse. D'autre part, certains systèmes qui agissent directement pour éviter une collision, soit en modifiant la direction du véhicule, soit en freinant. Or, que sait-on de l'efficacité de ces dispositifs? Une efficacité démontrée, mais qui dépend des dispositifs. Selon la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, il a été démontré que ces systèmes ont tendance à réduire le nombre d'accidents sur les routes. Dans leur rapport de 2021, les scientifiques de Carnegie Mellon estimaient que les dispositifs comme l'alerte de collision avant, l'avertisseur de sortie de voie et la surveillance des angles morts pourraient éviter plus de 40 décès par année aux États-Unis. Par ailleurs, dans un rapport publié en 2023, le Highway Loss Data Institute, HLDI, une organisation américaine qui compile les données des compagnies d'assurance, expliquait avoir conclu sur la base de plus de 95 études sur le sujet que la plupart des technologies visant à prévenir les collisions étaient associées à une baisse des réclamations pour des dommages aux véhicules ou des blessures. Toutes ces technologies n'ont toutefois pas la même efficacité pour éviter les accidents. Par exemple, celles qui interviennent automatiquement dans une situation de collision imminente semblent plus efficaces pour diminuer les dommages que celles qui ne font qu'avertir le conducteur, soulignait le HLDI. 1. Prévenir les collisions avant. Par exemple, les alertes de collision avant détectent les obstacles sur la trajectoire d'un véhicule et émettent un signal d'alerte pour avertir le conducteur. Selon des études réalisées en 2021 et en 2023, ces dispositifs réduiraient d'environ 20% le risque d'entrer en collision avec l'arrière du véhicule qui nous précède. Le freinage d'urgence automatique est quant à lui un système qui active les freins lorsqu'il détecte un risque de collision. En 2015, une étude avait estimé que le freinage d'urgence automatique était associé à une réduction de 38% des collisions. De plus, lorsque cette technologie est associée aux alertes de collision frontale, elle diminuerait de moitié les collisions, notait en 2017 une étude réalisée par l'Insurance Institute for Highway Safety, IIHS. En fait, selon une autre étude menée en 2022 au Royaume-Uni, le freinage automatique d'urgence serait la technologie qui a le plus d'impact sur la sécurité routière. 2. Prévenir des sorties de voie. L'avertisseur de sortie de voie détecte les lignes sur la route et avertit le conducteur lorsqu'il change de voie sans actionner son clignotant. Selon les données les plus récentes citées par l'HLDI dans son rapport, ce système ne serait pas associé à une diminution des réclamations aux assureurs.
Il pourrait réduire le taux de collision frontale et latérale, mentionnait l'ILIHS dans un article publié en 2025, mais les systèmes d'avertisseurs de sortie de voie ne seraient pas associés à une réduction significative des sorties de route impliquant un seul véhicule, notait en 2025 un partenariat entre les constructeurs automobiles et la NHTSA. Une des raisons qui pourrait expliquer l'efficacité moindre des avertisseurs de sortie de voie, c'est que les conducteurs trouvent ces systèmes agaçants et ont tendance à les désactiver, souligne Transport Canada. Déjà en 2018, une étude montrait que la moitié des conducteurs les désactivaient parce qu'ils les considéraient comme une source de distraction. 3. Surveillance des angles morts ou de la marche arrière. Pour ce qui est des systèmes qui permettent de détecter les véhicules dans l'angle mort du conducteur, leur efficacité serait elle aussi moindre. Un document de 2025 par l'IIHS estimait que la surveillance des angles morts réduisait les collisions lors des changements de voie de 14 %. Par ailleurs, les capteurs d'aide au stationnement, les caméras de recul et le freinage d'urgence automatique en marche arrière aident le conducteur à éviter les objets, les piétons ou les autres véhicules lors de la marche arrière. Lorsque ces trois technologies sont présentes, elles réduisent de 78 % les collisions en marche arrière, mentionnait l'IIHS en 2025. De plus, les alertes de circulation transversale arrière diminuent de 22 % les collisions en marche arrière. Des risques. Il reste un dernier bémol, même s'ils peuvent être efficaces pour éviter des collisions, tous ces systèmes d'aide à la conduite pourraient créer un faux sentiment de sécurité, souligne-t-on sur le site de la SAAQ. Les conducteurs pourraient donc devenir plus imprudents. Qui plus est, ils peuvent aussi être distraits par ces systèmes. Par ailleurs, les automobilistes ne comprennent pas toujours bien les capacités et les limites de ces technologies, peut-on lire sur le site du Government Accountability Office, une agence gouvernementale américaine. Ils peuvent alors augmenter leur risque d'accident, en particulier s'ils désactivent ces systèmes ou s'ils ne les utilisent pas de la bonne façon. Verdict. Les dispositifs d'aide à la conduite, en particulier ceux qui peuvent agir directement lorsqu'il y a un risque de collision, peuvent bel et bien diminuer la fréquence et la gravité des accidents. Ils ne peuvent toutefois pas se substituer au conducteur qui doit s'assurer de demeurer attentif à la route en tout temps. C'était « Les dispositifs d'aide à la conduite réduisent-ils vraiment les accidents ?» Un texte d'agence Science Presse paru le 15 juillet 2026 dans Bel Âge. Éphéméride, un regard à travers l'histoire. C'est arrivé un 23 août. En 1572, massacre de la Saint-Barthélemy. À Paris, le roi Charles IX ordonne, sous l'influence de sa mère Catherine de Médicis, l'élimination des chefs protestants huguenots. Ce qui devait être une opération ciblée dégénère en un massacre de masse qui s'étend à toute la France dans les jours suivants. Des dizaines de milliers de protestants sont tués au cours de cet épisode sanglant des guerres de religion. L'événement marque durablement les relations entre catholiques et protestants en France. C'était Éphéméride, un regard à travers l'histoire. C'est arrivé un 23 août. Bonne nouvelle pour les buveurs de café, un texte de Johanna Sabi, paru le 20 juillet 2026 dans Info Bref. L'Association américaine du cœur
a passé en revue les études récentes sur la caféine. Elle en a conclu que consommer du café avec modération est sans danger pour la plupart des adultes. Sa synthèse a été publiée dans la revue Circulation. Les personnes qui consomment 3 à 5 tasses de 8 onces, 24 cl, par jour, auraient même, selon plusieurs études citées, moins de risques de développer certaines maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète de type 2. Cependant, ajouter du sucre ou des produits laitiers au café augmente l'apport calorique et peut réduire ses bienfaits. C'était Bonne nouvelle pour les buveurs de café, un texte de Johanna Sabi, paru le 20 juillet 2026 dans Info Bref. Les vacances essentielles pour notre bien-être. Un texte d'Olivia Lévy paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Le bonheur, ce sont les vacances. Elles constituent la période la plus importante de l'année pour les Français. Le livre des vacances et ce qu'elles disent de vous, de Guénaël Gault et Jean Viard, est une enquête passionnante qui révèle à quel point les vacances font partie de ce qui rend l'existence digne d'être vécue. Les vacances, on y pense longtemps à l'avance, on en parle, on en rêve, et on en garde des souvenirs heureux. Cette enquête, réalisée auprès de 4000 Français, révèle à quel point les vacances sont précieuses et constituent la période la plus importante de l'année. Et on peut se reconnaître, nous aussi, dans ces résultats. Il y a un consensus sur les vacances, qui sont devenues l'un des piliers de notre vie. Quel que soit notre revenu ou notre profession, plus on investit dans ces vacances, plus on est heureux, optimiste et satisfait de notre vie, affirme Guénaël Gault, directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation. Les Français sont même prêts à faire des sacrifices et à se serrer la ceinture pour s'offrir des vacances de rêve. On est en train de basculer d'une société de l'avoir à une société de l'être, croit Guénaël Gault. On mesurait la réussite sociale par ce qu'on possédait, par la consommation, alors qu'aujourd'hui, on préfère vivre des expériences inoubliables, se donner les moyens du bonheur, plutôt que d'accumuler des biens. Ce changement se traduit par le bien-être que procurent les vacances, observe-t-elle. Il y a des bénéfices individuels, mais aussi collectifs aux vacances. Ce n'est pas juste un moment de repos, c'est un moment où on se construit, où on apprend, où on s'ouvre au monde, on expérimente, où on devient autonome. Repos et déconnexion. Quelles sont les vacances idéales? Là aussi, il y a consensus. Le repos et la déconnexion, le dépaysement et le partage avec ses proches sont les priorités des vacanciers, quel que soit leur âge et leur catégorie sociale. Les vacances, dit Guénaël Gault, c'est fait pour ne rien faire sans culpabiliser, ne plus penser au travail. C'est aussi le dépaysement, le contact avec la nature, partir à la découverte d'un pays. Que fait-on en vacances? Les vacances, pour la majorité, c'est l'été, en France. C'est la simplicité heureuse, du soleil, des promenades, du vélo, des baignades à la mer ou dans des lacs, des apéros entre amis, explique le sociologue Jean Viard, directeur de recherche au CNRS. Il parle des vacances qui ont transformé la société française en 90 ans, depuis les premiers congés payés de 1936 et qui structurent désormais le temps. Pendant des siècles, le temps a appartenu à Dieu, dit Jean Viard, puis au travail. Le 19e siècle a été celui du travail où l'usine structurait le temps des ouvriers, puis les sociétés occidentales se sont appropriées le temps libre, le temps pour soi, les vacances, ce qui a transformé nos vies.
Ce dernier précise qu'en un demi-siècle, la France a construit l'un des systèmes de congés les plus généreux au monde. Les vacances, c'est aussi le miroir de la société. Elles révèlent nos valeurs, notre rapport au monde, mais aussi les inégalités, car tout le monde ne part pas en vacances. En 2025, 28% des Français ne sont pas partis, en majorité par manque de moyens financiers, pour des raisons de santé ou d'isolement social. Il faut trouver un moyen d'aider les familles en difficulté et les enfants à pouvoir partir en vacances. Car les vacances, ça se transmet de génération en génération. On a des souvenirs d'enfance, des habitudes, un réseau familial et amical qui accueille. Ceux qui partaient en vacances dès l'enfance partent une fois adultes, et ceux qui n'ont pas été initiés vont rester à l'écart, notamment les jeunes des milieux populaires, explique Jean Viard. Les vacances n'échappent pas à l'idée de la performance de la société. On doit réussir nos vacances. Cette pression vient d'abord des conversations entre amis et collègues. Tu pars où cet été? Les vacances doivent être absolument reposantes, et pour les plus jeunes, elles doivent être instagrammables. C'était « Les vacances essentielles pour notre bien-être », un texte d'Olivia Lévy paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Renoncer au signe de croix? Une chronique de Charlotte de Villemorin, parue le 22 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Il y a des gestes qu'on a complètement intégrés et qu'on n'interroge plus, même quand on n'est pas capable de les faire. Le signe de croix, par exemple. Ou se lever, s'agenouiller, avancer en procession pour recevoir l'Eucharistie. Pendant des années, je me suis dit que, puisque mon handicap moteur m'empêchait de les accomplir, je pouvais tout simplement m'en dispenser. Après tout, l'essentiel était là. J'étais présente, j'écoutais, je priais. En somme, je participais quand je le pouvais. Mais en étudiant la liturgie lors de mes études de théologie, en creusant le sens de chaque mouvement, de chaque posture, j'ai réalisé quelque chose qui m'a vraiment frappée. La messe n'est pas seulement une affaire d'esprit. C'est vraiment une participation du corps tout entier. Et le problème, c'est qu'en me dispensant de ces gestes, j'amputais une partie de la liturgie. Ce n'est pas parce que je ne peux pas lever la main jusqu'à mon front que je dois renoncer au signe de croix. Ce n'est pas parce que je ne peux pas me mettre à genoux que je dois abandonner l'idée de m'agenouiller. L'accessibilité de la liturgie, ça ne passe pas seulement par l'absence d'obstacles physiques. Ça passe aussi par la possibilité de poser des gestes personnels, adaptés, détournés, qui permettent de mobiliser, sinon le corps, du moins l'intention. Quand le corps est défaillant, il reste toujours une manière de s'approprier le rituel, de le vivre pleinement à sa mesure. Aujourd'hui, je fais un signe de croix sur ma jambe. Je penche la tête pour marquer la génuflexion. Je trouve des façons de participer qui me correspondent, qui respectent mes limites sans me priver du sens. Cette nouvelle habitude est très difficile à prendre, car les vieux réflexes de dispense passive ne s'en vont pas du jour au lendemain. Mais cette prise de conscience a changé ma manière de vivre la messe, car elle me permet d'être pleinement présente. Or, la présence est le poumon de la liturgie, et pour cela, mon corps, même empêché par le handicap, doit aussi participer activement avec ses adaptations et sa créativité. Il dit cette volonté de ne pas me laisser voler une part de ce qui me relie à Dieu et à la communauté, par flemme ou par ignorance. Je regrette de ne jamais avoir eu cette discussion avec un prêtre ou un accompagnateur spirituel, car elle est très importante pour avoir un juste rapport à la messe et au corps que forme l'Église. N'est-ce pas un sujet qui mériterait d'être davantage étudié et abordé par les personnes en charge de la pastorale? Une compréhension plus fine des gestes posés pendant la liturgie nous permettrait à tous de vivre la messe différemment, plus pleinement. C'était « Renoncer au signe de croix ?» Une chronique de Charlotte de Villemorin, parue le 22 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Éphéméride, un regard à travers l'histoire. C'est arrivé un 24 août.
En 410, sac de Rome par les Wisigoths. Les Wisigoths, menés par le roi Alaric, envahissent et pillent Rome, la première prise de la ville par un ennemi étranger depuis 8 siècles. L'événement provoque un choc immense dans tout le monde romain, alors perçu comme le signe du déclin de l'Empire. Saint Jérôme écrira que la ville qui avait pris le monde entier était elle-même prise. Cet épisode est considéré comme une étape majeure vers la chute de l'Empire romain d'Occident. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août. Pourquoi le chant des cigales s'arrête-t-il net dès que la température descend sous un seuil bien précis? Un texte d'Armin Agunaou paru le 21 juillet 2026 dans Futura Science. Véritable bande son des étés méditerranéens, la cymbalisation des cigales obéit pourtant à une loi physique et biologique stricte liée à la chaleur ambiante. Le phénomène que l'on qualifie communément de chant des cigales n'est pas une production vocale, mais un mécanisme sonore complexe appelé cymbalisation, réservé aux mâles pour attirer les femelles. Les promeneurs le remarquent souvent. Dès qu'un nuage masque le soleil ou que la fraîcheur du soir tombe, le concert s'arrête de façon quasi instantanée. Ce comportement n'est pas un choix de l'insecte, mais une contrainte physiologique absolue. Les cigales sont des animaux ectothermes, à sang-froid, ce qui signifie que leur température corporelle dépend entièrement de celle de l'air extérieur. Pour activer les muscles ultra rapides nécessaires à la production de leur signal sonore, ces insectes ont besoin d'atteindre un seuil thermique interne bien précis, généralement situé autour de 22 degrés centigrades à 25 degrés centigrades selon les espèces. La cymbalisation, un instrument de musique anatomique unique. Pour comprendre l'impact de la température, il faut d'abord analyser l'instrument. Le mâle possède 2 organes appelés cymbales, situés de chaque côté de son abdomen. Ce sont de petites membranes cuticulaires déformables. Un muscle puissant est rattaché à chaque cymbale. En se contractant et se relâchant à une vitesse fulgurante, jusqu'à 400 fois par seconde, ce muscle déforme la membrane qui produit un clic, à la manière d'un couvercle de pot de confiture sur lequel on appuie. L'abdomen de l'insecte, presque entièrement creux, fait office de caisse de résonance pour amplifier ce bruit et le rendre audible à des centaines de mètres. Des chercheurs ont d'ailleurs étudié ce mécanisme en détail. Certaines espèces atteignent 150 décibels à la source. Le seuil thermique, pourquoi les muscles bloquent en dessous de 22 degrés centigrades? Une fréquence de contraction de plusieurs centaines de Hertz demande une énergie métabolique colossale. Les muscles striés de la cigale ne peuvent fonctionner à un tel rythme que si les réactions biochimiques internes sont optimisées par la chaleur. Lorsque la température ambiante descend sous la barre des 22 degrés centigrades, le métabolisme de l'insecte ralentit instantanément. Les muscles de la cymbalisation deviennent trop rigides et lents pour faire claquer les membranes. C'est pourquoi le chant s'arrête net. L'insecte subit un blocage mécanique direct dû au refroidissement de son corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les cigales ne chantent que par temps chaud. L'exposition au soleil, la recherche active de la chaleur. Pour chanter le plus tôt possible dans la journée, les cigales pratiquent l'héliothermie.
Elles s'exposent directement aux rayons du soleil sur les écorces des arbres pour emmagasiner de l'énergie. Grâce à cette stratégie, la température interne de la cigale peut être supérieure de plusieurs degrés à celle de l'air ambiant. C'est ce qui explique qu'un simple nuage passant devant le soleil puisse couper le sifflet d'une colonie entière en quelques secondes. La perte soudaine de rayonnement thermique direct fait immédiatement repasser le corps de l'insecte sous son seuil d'activation musculaire. Pourquoi chanter sous une chaleur écrasante est un avantage évolutif? Si le froid paralyse les cigales, la chaleur extrême est leur allié. Plus la température monte, jusqu'à un certain seuil d'environ 40 degrés centigrades, plus les muscles sont performants et plus le chant est puissant et rapide. Cet amour de la canicule est une excellente stratégie de survie. En s'activant aux heures les plus chaudes de la journée, lorsque la plupart de leurs prédateurs, oiseaux, lézards, sont léthargiques et s'abritent à l'ombre pour éviter la déshydratation, les cigales mâles peuvent s'accoupler en limitant le risque de se faire dévorer. Ce goût pour les étés brûlants explique d'ailleurs pourquoi les cigales progressent vers le nord, colonisant désormais des régions comme Paris. Le cas des fortes chaleurs, quand la cigale doit aussi réguler sa température. Bien que dépendantes de la chaleur, les cigales ont aussi leurs limites. En cas de canicule extrême dépassant les 40 degrés centigrades, elles risquent la surchauffe létale. Pour éviter de mourir de chaud tout en continuant à chanter, certaines espèces possèdent la capacité unique de transpirer. Elles extraient l'excès d'eau de la sève des arbres dont elles se nourrissent et l'évacuent par de pores microscopiques situés sur leur dos. L'évaporation de cette eau refroidit leur corps, leur permettant de maintenir leur concert thermique même sous un soleil de plomb. Ce mécanisme de refroidissement par évaporation n'est pas propre aux cigales. Les moustiques utilisent une stratégie similaire pour éviter les chocs thermiques lors de leur repas de sang. En conclusion, le chant des cigales est un thermo-indicateur naturel parfait. Sa coupure nette lors d'une baisse de température illustre la dépendance totale de l'insecte face à son environnement. Loin d'être une simple parade amoureuse de loisirs, la cymbalisation est un exploit physique de haute précision, entièrement dicté par le thermomètre de la nature. C'était « Pourquoi le chant des cigales s'arrête-t-il net dès que la température descend sous un seuil bien précis ?» Un texte d'Armin Agunaou, paru le 21 juillet 2026 dans Futura Science.